présentation sera centrée aujourd'hui sur les logiques ordinaires de catégorisation de l'espace socio-professionnel. Je commencerai, enfin je vous donne le plan d'intervention. Le premier point, j'aborderai l'enquête qu'on appelle décrire la société et le contexte européen. Donc je replacerai un tout petit peu pour comprendre un peu l'intérêt, comme notre point de vue, d'avoir fait cette enquête. Je reviendrai un petit peu sur le contexte de la recherche, mais aussi plus largement le contexte des projets, disons, de nomenclature socio-professionnelle à l'échelle européenne. Dans un deuxième point, Laure expliquera, donc, abordera la question des enjeux de la transposition, donc, effectivement transposition-traduction d'un dispositif d'enquête d'un contexte français à un contexte dans plusieurs pays européens. Et enfin, dans un troisième point, on abordera certains résultats auxquels nous arrivons sur les logiques ordinaires de classement, la comparaison entre les logiques ordinaires de classement en France, en Espagne et en Allemagne. Alors d'abord, je voudrais préciser un peu ce qu'est cette enquête décrire la société et ce contexte particulier disons, de la deuxième partie des années 2000. Cette enquête est effectivement issue d'une ANR qui s'est déroulée officiellement entre 2010 et 2013, et donc qui est en réalité qui a été montée suite à ce contexte européen. Alors, l'enquête décrire la société, c'est une enquête qui a été menée en 2008, donc avant l'ANR, et qui réfléchit sur les rapports entre catégorisation savante et catégorisation officielle du monde professionnel et les catégorisations profanes. C'est en fait une enquête, je préciserai un tout petit peu sa forme, parce qu'elle est un peu particulière, qui est une sorte de réédition d'une enquête assez célèbre qu'avaient fait Luc Boltanski et Laurent Thévenot au début des années 80, au moment de la réforme de la nomenclature des PCS en France. C'est cette fameuse enquête qui a donné lieu à un article qui a été publié en langue anglaise et dont les résultats après ont été repris dans le petit repère assez célèbre de Desrosières et Thévenot, et qui d'ailleurs a été republié dans la revue Sociologie en 2014, avec une introduction justement, écrit une introduction qui replace le contexte de cette enquête. Donc cette enquête, je vais y venir, mais l'idée c'est au fond d'essayer d'interroger la façon dont les individus ordinaires pensent le monde social, par le biais ou à partir d'un dispositif expérimental qui est basé sur un jeu de cartes. On demande aux individus de construire eux-mêmes une nomenclature socio-professionnelle, en tout cas de construire, d'expliciter leur vision du monde social à partir d'un jeu de cartes qui représente bien entendu des individus et leurs caractéristiques socio-professionnelles. Alors, cette enquête donc, qui démarre en réalité du côté plutôt de l'INSEE, c'est plutôt des collègues de l'INSEE, notamment Cécile Brousse, qui était administratrice à l'époque de l'INSEE et en charge au milieu des années 2000 du dossier nomenclature à l'INSEE. Alors le dossier nomenclature à l'INSEE dans ces années-là, c'est un dossier qu'on peut considérer comme un dossier chaud, pour deux raisons. Premièrement, la nomenclature française des professions et catégories professionnelles, qui a à ce moment-là, 92-2002, à peu près 25 ans, se pose la question de savoir s'il faut la toiletter, faire une nouvelle refonte, ou l'abandonner. La question est explicitement posée. Il y a eu un léger toilettage en 2003, la méthode des PCS, mais qui reste un toilettage, et il y a deux effets, disons, qui poussent à ces questions. Premièrement, donc, la PCS est ancienne, elle a perdu une part de sa légitimité, au moins à l'intérieur de l'INSEE. Elle est quand même moins utilisée, même si elle reste quand même très utilisée encore aujourd'hui. Mais bon, voilà, certaines critiques sur la PCS, venant notamment de la partie économétrique de l'INSEE qui a pris de l'importance, contestent au fond l'intérêt de cette nomenclature en disant qu'il vaut mieux avoir des échelles plus unidimensionnelles pour les utiliser dans les modèles notamment économétriques. Donc il y a d'une part un débat interne, je dirais, franco-français autour de la PCS, mais il y a aussi au même moment, et c'est donc cette collègue Cécile Brousse qui gère ces deux dossiers, il y a un débat au niveau européen, puisque se pose, depuis même quelques années déjà, les premiers projets, les premières idées, c'est le tout début des années 2000, et même un peu avant, dans les années 90, ça commence, se pose la question au niveau proprement européen, donc au niveau d'Eurostat, de construire une nomenclature européenne, qui permettrait
non seulement d'être utilisé dans les travaux de comparaison, des statistiques européennes, mais peut-être même qu'il pourrait remplacer certaines nomenclatures nationales, et notamment la PCS. Nous, quand on entre dans ces questionnements et dans ces débats, c'est cette question-là qui est posée. C'est est-ce qu'un prototype de nomenclature européenne va-t-il, d'une part, s'imposer et peut-être même remplacer, y compris pour le cas français, la nomenclature des PCS, qui a quand même une importance assez particulière et en fait assez unique en Europe et dans le monde, il faut le dire, quand on travaille un petit peu ces questions-là, du fait de son lien avec le monde de la recherche, de son monopole, disons, dans la façon, comme outil de description du monde social. Donc le débat autour de la nomenclature du prototype ESSEC, donc je vais en dire deux mots, mais seulement deux mots, c'est un débat qui est assez fort dans ces années-là. Au fond, il y a deux grands types de questions. Le prototype ESSEC, en réalité, c'est la nomenclature anglaise, les choses comme elles sont. C'est la nomenclature anglaise qui est inspirée des principes de Goldthorpe, John Goldthorpe, qui a une théorie, disons, à la fois du monde social, mais aussi de ce que doit être une nomenclature permettant de le représenter. Et nos amis et collègues anglais expliquent à Eurostat que finalement cette nomenclature anglaise, comme elle est théorique, et comme la théorie ne connaît pas les frontières, elle pourrait tout à fait fonctionner au niveau européen. Et c'est vraiment, on est au milieu des années 2000, au moment du test de faisabilité dans les différents pays, d'adoption de cette nomenclature qui vient d'être mise en place quelques années avant en Angleterre, au niveau européen. Donc face à cela, évidemment, notamment certains statisticiens français, notamment cette collègue Cécile Brousse, formée à l'école desrosiérienne, d'Alain Desrosières, etc., ne l'entendent pas de cette oreille et prétend, en tout cas veut montrer que c'était un tout petit peu plus compliqué que ça, la question d'une nomenclature, et notamment porte, et c'est sur ce point-là que je vais en arriver à notre propos, porte une exigence qui était très présente dans la construction de la PCS, de rapport entre nomenclature savante et, disons, façon dont les individus dans la société se représentent le monde social. Précisément en faisant référence aux travaux de Desrosières, Thévenot et Boltanski des années 80, puisque la PCS a cette spécificité, au fond, d'être construite sur les institutions du salariat, sur les découpages officiels et institutionnels du monde socio-professionnel, et les travaux de Desrosières et surtout de Thévenot et Boltanski ont montré qu'il y avait une résonance entre la façon dont les individus appréhendent le monde social et la façon dont la nomenclature des PCS appréhende elle aussi le monde social. Donc Cécile Brousse porte au niveau européen cette exigence-là en disant, ce prototype ESSEC notamment, est-ce que vraiment il va faire sens? Est-ce qu'il va faire sens dans les différents pays d'un point de vue statistique, mais aussi, est-ce que les gens qui vont être amenés à coder, à manipuler, à utiliser ces catégories, est-ce que vraiment on est certain que les catégories d'ESSEC vont permettre de décrire correctement la société polonaise, allemande, française, grecque ou que sais-je. Et donc il y a cette idée au fond d'étudier aussi les rapports entre nomenclature officielle, catégorisation officielle et catégorisation indigène du monde socio-professionnel. Donc voilà, du fait de notre question est celle-là, c'est l'articulation entre les catégorisations officielles et savantes et les connaissances ordinaires au fond du monde social. Donc c'est sous cet angle-là, et dans ce questionnement-là que nous entrons dans ce questionnement. Alors pour aujourd'hui, c'est évidemment, tu l'as dit, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, notamment d'histoire, d'usage, des nomenclatures. Là, on va s'en tenir à la question des connaissances ordinaires. On va vous montrer un volet de notre enquête, de nos enquêtes, qui porte sur la comparaison strictement, non pas des nomenclatures, mais précisément de la façon dont les individus catégorisent le monde social. Donc c'est cette partie-là qu'on va présenter. Cette partie-là, donc, qui est basée sur une expérience, qui est un dispositif expérimental, qui est une reprise et adaptation de l'expérience de Boltanski-Thévenot. Alors, on a un jeu de 33 cartes qui est d'abord construit, et c'est très important, pour la France. C'est d'abord un jeu de cartes français. L'enquête décrire la société, c'est une enquête française. On a publié, avec d'autres collègues, dont Cécile Brousse d'ailleurs, on a publié un article sur l'enquête décrire la société dans la revue française Sociologie l'année dernière, en 2014 je crois, qui porte sur l'enquête française pour le coup. Donc j'en dis deux mots, donc on a un jeu de 33 cartes sur lequel, je vous montre une carte, voilà, une carte se présente comme ça, évidemment le cas français,
Voilà Aurélie, 26 ans, pharmacienne, salariée en CDI, activité de l'établissement, son niveau de diplôme, et le fait de savoir si elle est responsable d'une équipe ou pas. On avait donc 33 cartes. 33 cartes qui représentent, alors c'est important, ce sont de vrais individus qui sont tirés, à chaque fois j'oublie, c'est dans l'enquête emploi, je sais pas si on dit, dans l'enquête emploi française, donc, des individus français, tirés dans l'enquête emploi, dont on reprend les caractéristiques, mais le jeu de 33 cartes représente à peu près, en termes de profession, hein, ce que serait la distribution des professions au niveau européen. Juste pour dire à ce stade-là que si on a fait le choix d'une représentation de ce que serait la société européenne à ce moment-là, c'est parce que dès l'origine, dès la première enquête de 2008 qui portait sur la France, Cécile Brousse avait déjà l'idée que cette enquête pourrait être étendue et dupliquée à l'échelle européenne, et donc il fallait quand même que ces cartes, à minima, fassent à peu près sens dans un espace européen. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cherché à avoir une représentation de l'espace socio-professionnel français, mais une représentation de l'espace socio-professionnel européen, ce qui se traduit par quelques caractéristiques qui peuvent sembler un peu bizarres d'un point de vue français. Par exemple, sur les 33 cartes, il y a 2 agriculteurs. Donc, la représentation des professions ne correspond pas effectivement à la réalité de la structuration du marché du travail et de français. Donc la consigne, la voilà, avec beaucoup travaillé. En prenant en compte les informations sur les cartes et votre connaissance des professions, le jeu consiste à regrouper les personnes qui, selon vous, ont des positions équivalentes dans la société. Beaucoup de temps avant de savoir s'il fallait demander le même milieu social, la même position sociale, voilà, tout un test, je ne reviens pas, hein, mais de ces questions-là. Le nombre de groupes doit être inférieur ou égal à 10, et vous pouvez mettre le nombre de fiches que vous souhaitez dans chacun des groupes. Alors vous ne verrez pas normalement, hein, mais bon, c'est les 33 principe, cartes. c'est les 33 cartes. Hein, voilà. Donc chaque ligne c'est une carte, hein, la première, donc Aurélie, vous avez son codage dans la vacature des SEC, hein, le prototype, elle serait dans le groupe 1, son codage PCS 34, hein. Aurélie, pharmacienne, c'est une femme de 26 ans, salariée en CDI, ça c'est celle qu'on avait écrit je crois, donc bac plus 6, pas responsable pharmacienne, etc. pour donc 33 individus. Les enquêtés ont ces 33 cartes et doivent les regrouper en autant de groupes qu'ils souhaitent, hein, jusqu'à un maximum de 10, personne n'a utilisé quasiment personne. Mais très peu de... Alors, donc cette enquête, on l'a fait passer en France, auprès d'un échantillon de 500, à peu près 550 salariés, et on essaye ensuite de la dupliquer avec les moyens qui étaient les nôtres, au niveau européen, en faisant des enquêtes comme on a pu. Alors, voilà tout ce qu'on a obtenu, hein, comme individu enquêté, hein, enfin comme nombre d'enquêtés, pour l'ensemble de l'enquête, mais là, on a traité seulement, hein, c'est ça dont on va parler, des étudiants, c'est centré sur les étudiants, pas les salariés, il n'y en avait pas suffisamment dans les différents pays, d'Allemagne, donc les 58 étudiants allemands qui ont été enquêtés, 50 étudiants espagnols et 78 étudiants français. Voilà. Donc moi je vais revenir donc, sur cette expérience de transposition. Donc encore une fois, l'enquête française d'écrire la société, c'est 2008. Et donc, au moment où l'enquête française se met en place et ensuite produit ses premières données, ses premiers résultats, Cécile Brousse, qui est à l'INSEE, a dans l'idée de transposer ce dispositif d'enquête à l'échelle européenne, puisque évidemment, derrière tout ça, Cécile Brousse, elle est engagée dans des rapports de force avec les chercheurs britanniques qui ont proposé le prototype ESSEC, avec Eurostat qui envisage d'étendre ESSEC à l'ensemble des pays européens, etc. Et que donc, elle a besoin, elle, d'avoir des billes européennes, parce que le fait de montrer qu'il y a des spécificités françaises et que la manière dont les individus ordinaires en France s'orientent ou se situent dans le monde social, c'est pas cohérent avec le prototype ESSEC, au niveau d'Eurostat, ça a forcément un poids extraordinaire. Donc l'idée, c'était de pouvoir dupliquer ce prototype, d'où je reviens, de pouvoir dupliquer ce dispositif d'enquête, dans différents pays. Donc on a choisi de se concentrer sur 5 pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France et la Pologne. Alors pour des raisons qui à la fois se justifient du point de vue des caractéristiques de ces pays, de leur poids évidemment dans le paysage européen, aussi en raison de manière beaucoup plus prosaïque des compétences linguistiques des membres de l'équipe de recherche qui du coup se sentaient aptes à travailler sur tel ou tel pays.
C'était important pour nous aussi d'avoir un pays, on en a discuté avec Caroline, mais un pays d'Europe de l'Est, donc en l'occurrence la Pologne, même si on verra tout à l'heure que le cas polonais a posé tellement de problèmes qu'au final, là, dans ce qu'on va vous présenter, on ne l'a pas intégré dans l'analyse des données, mais on ne désespère pas néanmoins d'en faire quelque chose un jour. Et on a reconduit en fait quelques entretiens, enfin quelques questionnaires en France également, donc c'est pour ça qu'on voit réapparaître là des enquêtés français. On en avait déjà beaucoup des enquêtés français, puisque l'enquête avait été originellement conduite en France, mais c'était important du coup d'essayer d'avoir des populations quand même à peu près équivalentes ou comparables d'un pays à l'autre. C'est en grande partie pour ça qu'on va aujourd'hui, dans les résultats que Jérôme vous présentera tout à l'heure, se concentrer sur les populations étudiantes, parce que ça nous semblait plus facile en fait de comparer les classements ordinaires de ces populations étudiantes en faisant l'hypothèse que ces populations étudiantes en Allemagne, en Espagne et en France, elles étaient relativement comparables. Mais ça, c'est un point sur lequel évidemment on pourra aussi revenir. Alors, une fois qu'on avait élaboré ce plan de travail, c'est-à-dire l'idée d'étendre ce dispositif d'enquête par jeu de cartes dans les différents pays d'Europe, s'est posé évidemment la question de savoir comment on allait transposer tout ça, c'est-à-dire comment on allait, à partir de notre magnifique jeu de cartes français, constituer une enquête à l'échelle de plusieurs pays d'Europe. Alors tout en sachant qu'on avait vraiment conscience à ce moment-là quand même d'être dans quelque chose d'assez expérimental et que donc on a eu conscience assez vite que ce qui allait être intéressant, c'était certes d'une part les données ou les résultats qu'on réussirait à obtenir, mais c'était aussi le chemin qu'on allait parcourir pour réussir à collecter ces données, qu'on apprendrait peut-être autant de choses en fait en cours de route, c'est-à-dire dans ce processus-là. Et donc on avait conscience dès l'origine que tout l'intérêt de l'enquête ne reposait pas uniquement sur les données finales dont on disposerait ou sur les analyses qu'on pourrait conduire à partir de ces données. Alors, la transposition de ce dispositif d'enquête, il nous a semblé d'autant plus délicat qu'en réalité, l'enquête initiale, donc celle de Boltanski et Thévenot, qui remontait donc au début des années 80, était une enquête qui portait elle aussi sur la France, et par la suite, en fait, à partir des années 90 et au début des années 2000, il y avait eu des tentatives pas vraiment de transposition de ce dispositif, mais en tout cas, il y a des chercheurs dans d'autres pays, notamment au Chili ou en Suisse, on pourra vous donner les références si ça vous intéresse, qui avaient essayé eux aussi de conduire des enquêtes par jeu de cartes. Donc, comme l'article de Boltanski et Thévenot avait été publié en anglais, et donc c'est vrai que du coup, des chercheurs chiliens, enfin des chercheurs étrangers avaient pu s'emparer aussi de ce type de dispositif en essayant de l'appliquer, mais du coup en essayant de l'appliquer à leurs propres contextes nationaux, et donc en concevant eux-mêmes leurs jeux de cartes à usage national. Et en réalité, il n'y avait pas eu de tentative d'expérience de comparaison internationale à partir de ce type de dispositif d'enquête. Donc là, on n'avait pas vraiment de modèle, enfin, voilà, on se trouvait un peu démunis. Il y a une exception quand même, c'est les travaux de Schultheis, puisque Schultheis, à la fin, au début des années 90 en fait, c'est ça le premier article date de 92 je crois, a mis en place une comparaison France-Allemagne en réutilisant en fait le jeu de Boltanski et Thévenot. Alors sauf que les articles, donc Schultheis a publié plusieurs articles, c'est pareil, on pourra faire circuler éventuellement les références, mais certains d'entre vous les connaissent sans doute. Schultheis en fait, dans ses articles, propose des résultats de cette comparaison France-Allemagne, donc il a fait manipuler le jeu à des enquêtés français et à des enquêtés allemands, mais en fait il est remarquablement discret, pour ne pas dire totalement mutique, sur la question de savoir comment il s'y est pris en fait pour, à partir d'un jeu français, transposer l'enquête en Allemagne. Donc ça ne nous aidait pas tellement. Et donc on s'est posé la question de la stratégie d'enquête qu'on devait adopter. Alors, en gros, il y avait deux possibilités qui s'offraient à nous. La première possibilité, mais qui était lourde et compliquée à mettre en place, c'était d'effectuer un tirage, enfin des tirages nationaux en fait, et donc de repartir des enquêtes emploi dans les différents pays et d'essayer de constituer des jeux de cartes qu'on aurait pu considérer comme équivalents au jeu de cartes français original dont on disposait.
évidemment, ça a posé plein de problèmes pour savoir comment on allait déterminer ces jeux d'équivalence et donc comment on allait décider que tel profil tiré de l'équivalent de l'enquête emploi allemande allait être parfaitement équivalent à telle carte française. Et puis la deuxième possibilité, qui nous semblait au départ beaucoup plus accessible, moins coûteuse en temps, en énergie, etc., c'était de traduire les cartes. Alors, pour plein de bonnes et sans doute de mauvaises aussi raisons, alors je dis de dire, oui, Jérôme l'a peut-être dit tout à l'heure, que tout ce travail-là a été financé par l'INSEE, mais qu'on n'avait pas non plus un budget extraordinaire. Et donc, on a opté pour la question de la traduction. Et en fait, l'INSEE nous a dit, pas de problème, on va s'occuper de vous traduire les cartes. Donc, on va vous fournir le matériel d'enquête pour les différents pays. Vous n'aurez plus qu'à partir sur le terrain pour aller faire passer vos questionnaires. En réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce que quand on a reçu les cartes traduites, on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes de traduction. En tout cas, les jeux de cartes qui nous avaient été fournis par l'INSEE étaient tout à fait inutilisables auprès d'enquêtés allemands, espagnols. Alors pour la Belgique, je disais à Caroline, la question avait été réglée d'office, c'est-à-dire que quelqu'un à l'INSEE avait décrété qu'on n'allait pas traduire les cartes, bien sûr, parce que les Belges parlent français, et que donc ils étaient parfaitement capables de comprendre en fait les informations qui étaient fournies sur les cartes. Quand on avait essayé d'expliquer que oui, mais en même temps, quand même, les systèmes d'emploi, etc., n'étaient pas exactement les mêmes, que les systèmes de formation non plus, et que donc ça n'avait pas forcément de sens. Enfin bon, bref. Donc on a eu des échanges assez compliqués et savoureux avec l'INSEE sur ces questions-là. Pour autant, on est resté quand même sur cette idée de traduction des cartes, parce qu'on avait quand même envie d'avancer dans cette enquête. Et donc on s'est dit, tant pis, il y aura sans doute plein de choses sur lesquelles on ne sera pas satisfait. L'essentiel, c'est déjà d'en avoir conscience, ou en tout cas de prendre conscience du coup aussi des limites du jeu qu'on allait manipuler. Donc on pourra revenir de manière plus détaillée peut-être dans la discussion sur certains de ces enjeux, mais en gros, on s'est heurté à deux problèmes principaux en fait par rapport à cette traduction, transposition des cartes. Le principal, c'était la question des diplômes, parce qu'à la rigueur, traduire des intitulés de métier, c'est pas si compliqué, enfin, ça peut l'être, mais en tout cas, on peut s'en sortir. Par contre, on faisait face à une très grande diversité, évidemment, des systèmes nationaux d'enseignement. Alors, on s'est appuyé, oui, j'oublie de le dire aussi, mais dans tout ce travail-là, on était une équipe de chercheurs français, donc du Printemps et du Sens à Nantes. En fait, on a beaucoup travaillé avec des collègues dans des universités allemandes, en Espagne, etc., et en Belgique, qui nous ont aidés en fait à adapter ce matériel d'enquête. Et on s'est rendu compte assez rapidement que, et on verra que c'est une question importante parce que la question des diplômes ressort fortement en fait, dans les analyses qu'on a conduites ensuite sur les données, donc c'était quand même un enjeu fort, et qu'on avait déjà l'expérience de l'analyse des données françaises qui montrait que les enquêtés utilisaient l'information du diplôme pour classer les cartes, et que donc il fallait quand même qu'on soit vigilant sur ces questions-là. On a décidé en fait dans la traduction des cartes de retenir deux dimensions, qui concernait en gros la durée des études et la nature des cursus en fait, et de mixer, en fait, de coupler ces deux caractéristiques sans mentionner des intitulés de diplôme trop précis en fait, qui du coup sur lesquels on avait trop peur de faire des erreurs en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il valait mieux ne pas proposer en fait des intitulés trop précis. Donc ça a été un premier enjeu qui a été important. Et puis le deuxième enjeu, c'est que les cartes, donc on les a projetées tout à l'heure, vous n'avez pas pu les voir parce qu'évidemment le tableau était un peu illisible, mais ces cartes, encore une fois, comme elles ont été tirées dans l'enquête, dans des enquêtes françaises, donc elles correspondent à des individus réels en France, du coup, elles présentent des cristallisations très particulières de caractéristiques qui font intervenir la profession, l'âge, donc la génération en fait de la personne, le secteur d'activité et son niveau de diplôme. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que c'est parce qu'on a fait passer des tests à partir des jeux de cartes traduits dans les différents pays avant de mener les enquêtes à proprement parler. Et on s'est rendu compte très vite que ces cristallisations de caractéristiques, elles pouvaient être problématiques, parce qu'elles correspondaient justement à des réalités françaises qui n'étaient pas transposables en fait dans les différents contextes nationaux,
Alors, pour en donner quelques exemples, on a la carte 32, par exemple, Régis, je crois, qui est un fonctionnaire, agent de salubrité et qui n'a aucun diplôme. Enfin, sur la carte française, la mention, c'est sans diplôme. Ça, c'était pas très compliqué à traduire, donc ça posait peu de problèmes. Par contre, dans le test de la version allemande du questionnaire, ça a soulevé en fait énormément d'interrogations parce qu'en Allemagne, l'idée qu'un fonctionnaire, même s'il exerce une activité qui est a priori peu qualifiée, l'idée qu'un fonctionnaire n'ait aucun diplôme, c'était, enfin voilà, ça posait réellement problème. Alors qu'en Espagne, où le développement de la scolarisation s'est pas fait dans les mêmes temporalités, l'hypothèse d'un fonctionnaire sans diplôme choquait absolument pas, n'a posé absolument aucun problème. Autre exemple, la carte 7, Georges, 50 ans, qui est enseignant et qui a pour tout diplôme un bac général. Alors ça a suscité des interrogations aussi en France, hein, mais en fait ça s'explique par son âge, en fait, par sa génération. Donc ça s'explique par un contexte générationnel, mais de la même manière, par exemple en Allemagne, c'est une carte qui a pu apparaître comme problématique aux yeux des enquêtés, qui a été beaucoup moins problématique en Espagne. Dernier exemple, la carte 10, Kamel, 23 ans, agent de sécurité en gardiennage, bac plus 4, qui en France correspond... Alors, on avait volontairement, enfin là pour le coup je ne m'inclus pas parce que je n'ai pas participé à l'élaboration du premier jeu, mais en tout cas Cécile Brousse et les gens qui ont travaillé avec elle sur l'élaboration de ce jeu avaient volontairement inclus des espèces de cas limites ou de cartes un peu dont les caractéristiques étaient conflictuelles ou en tension. Mais dans le contexte français, cette carte ne choque pas véritablement, ou en tout cas elle se comprend. On verra que cette carte, elle a été traitée très différemment en Allemagne et en Espagne, par exemple, et que donc là, du coup, la divergence ou la non-cohérence entre l'activité exercée et le niveau d'études voilà, a suscité des réactions différentes dans les deux pays. J'en profite pour faire un aparté, pour expliquer que c'est ce qui nous a conduit là à ne pas traiter de la Pologne, parce que dans le cas polonais, alors évidemment on avait changé les prénoms, etc. Enfin je veux dire, on avait pris en compte les contextes nationaux et tout ça, hein, on n'avait pas... Mais voilà, donc il ne s'appelait pas Kamel dans le jeu polonais, hein, mais par contre il avait toujours 23 ans, il était toujours agent de sécurité en gardiennage, il avait toujours un niveau d'études supérieur relativement élevé. Et en fait, nos interlocuteurs, nos collègues polonais nous ont dit « c'est absolument pas possible votre affaire, parce que nous, en Pologne, dans les années 2000, un agent de sécurité ou un vigile dans le privé, c'est un ancien policier en fait. Et donc, il a 60 ans, il n'est pas issu de l'immigration, voilà, et il n'est pas jeune et il n'a pas un niveau d'études extraordinaire, donc c'est pas possible. » On avait remplacé cette carte. Donc, dans le cas polonais, cette carte avait été transformée, était devenue vendeur, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y avait aussi une idée de déclassement, mais bon. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que notre stratégie de traduction, dans le cas de l'Espagne et de l'Allemagne, même si certaines cartes ont provoqué des réactions, etc., ces réactions, on a pu les maîtriser au sens où, en fait, ça nous a amené à réfléchir, du coup, aux différents contextes nationaux auxquels on était confrontés. Et c'est là que je disais tout à l'heure, on a beaucoup appris en chemin. C'est-à-dire que finalement, toutes ces expériences-là, en fait, sont venues plutôt nourrir nos analyses. Et donc, les décalages entre la France, l'Espagne et l'Allemagne restaient quand même relativement maîtrisés. Dans le cas de la Pologne, on s'est vite rendu compte que la stratégie de traduction des cartes était beaucoup plus compliquée à tenir. Et donc, c'est pour cette raison que dans les analyses qu'on a conduites sur les données qu'on a recueillies, on se limite là dans cette présentation, et encore une fois c'est un travail encore en cours, hein, mais aux données qui sont issues donc, des trois pays, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Alors je passe à certains résultats. Donc on fait jouer, disons, à peu près une soixantaine d'étudiants par pays, chacun a son jeu de cartes, chacun produit sa jeu de cartes traduit, hein, bien entendu, chacun produit son classement assez libre, hein, nombre de groupes, nombre de cartes dans le groupe, et ensuite on recueille toutes ces données, et là on a un traitement, on a entre autres réalisé un traitement d'ordre statistique sur ces données. Alors la logique, je vais en dire juste deux mots, hein, parce que je ne veux pas entrer dans la cuisine, c'est la même de toute façon que celle qu'on a appliquée sur les données françaises, donc c'est détaillé dans le papier dont je vous parlais dans la RFS, hein, si vous voulez aller un peu plus dans le détail. Là, je m'en tiendrai juste à la logique générale, hein,
de traitement. Donc, on cherche à comparer, au fond, on s'est dit, dans un premier temps, on n'a pas des données non plus, une soixantaine de personnes par pays, d'étudiants, on va seulement essayer de regarder les grandes divergences et ressemblances au niveau moyen, au niveau de la moyenne des classements. Donc il faut trouver une manière de caractériser ce qu'est une sorte de classement moyen réalisé par pays. C'est un peu l'idée, même si on n'aurait pas tout le même résultat, mais l'idée qu'on aurait mis les étudiants dans 3 salles et on aurait dit aux étudiants espagnols, mettez-vous d'accord, à la fin, sortez-moi un classement moyen. Pareil pour les Allemands, pareil pour les étudiants français. C'est un peu ce type de représentation statistique qu'on a essayé de construire pour pouvoir justement comparer et montrer les divergences et les ressemblances. Donc on ne travaille pas sur les divergences internes au pays. Ce qui est évidemment le cas, par exemple, dans le papier sur le cas français, où là on va travailler sur, on a 500 individus enquêtés, on a travaillé à la fois sur ce qui faisait commun, consensus, en France, mais aussi sur ce qui faisait différenciation. Là on regarde, on prend chaque pays comme une unité d'analyse homogène, et évidemment, elle ne l'est pas. En Espagne, en Allemagne ou en France. Donc là, ce qu'on cherche à comprendre, c'est ce qui est commun dans les classements réalisés dans chaque pays. Donc il faut comprendre et voir comment se structure en moyenne ce qu'on peut appeler l'espace des cartes. Alors pour ça, on a travaillé à partir de la notion de distance entre cartes. Au fond, l'idée est assez simple. On a construit, pour ceux qui voient un peu ce que ça peut donner, on n'a pas, j'ai mis la matrice, mais on n'a pas, je crois. En gros, on arrive à construire une matrice des distances entre toutes les cartes dans chaque pays. Donc il y a 3 matrices, une par pays, une pour l'Espagne, une pour l'Allemagne, une pour la France. Et une matrice de distance, c'est la distance entre chaque carte prise 2 à 2. Et cette distance, elle est calculée au fond d'une manière très simple. Plus les individus ont mis les 2 cartes considérées dans le même paquet, plus elles sont considérées comme proches. Si par exemple en Espagne, les 50% d'étudiants ont mis ensemble la carte 2 et la carte 3, ça veut dire que ces cartes sont extrêmement proches. Même s'ils n'ont pas tous été mis dans le même groupe par tout le monde, avec d'autres cartes. Mais voilà, c'est cette distance-là. Et évidemment, si dans un pays considéré, personne, ou plus petit nombre de personnes en tout cas, ont mis ensemble les cartes 2 et 17, ça veut dire qu'elles sont considérées comme éloignées. Donc, à partir de cette matrice de distance, on peut construire, avec à l'aide d'une classification ascendante hiérarchique, on peut construire une sorte de classement moyen. Voilà quel est le classement moyen, la représentation du classement moyen dans chaque pays. Classement construit donc à partir de la moyenne des distances entre les cartes. Je m'en tiens là, encore une fois, si certains veulent aller voir plus en détail, on s'encourage à aller voir dans le papier de l'ORFS. Alors, je vous montre d'abord ce qu'on obtient. Évidemment, vous ne voyez rien. On s'en doutait, mais bon. Alors voilà, ça c'est le cas français, par exemple. Lorsqu'on fait cette matrice de distance, on fait une classification, on obtient un classement des cartes moyen basé sur cette distance. Donc par exemple, en France, dans le groupe 1, les noms sont purement, les noms sont purement, les noms des groupes n'ont pas de signification. Vous avez la pharmacienne, l'ingénieur, le chef des ventes, le directeur technique, l'exploitante agricole et le gérant de société. Dans le groupe 2, vous avez les 33 cartes sont distribuées, disons, par groupe, c'est une classification, c'est un classement. Vous avez la même chose dans chacun des pays. Alors si on analyse justement ces 3 résultats, ces 3 classements, on voit les choses suivantes. En France, on voit une logique statutaire qu'on appelle partielle chez les étudiants. Donc, les indépendants sans salariés sont regroupés, il y a un groupe d'indépendants, très visible. Donc, en moyenne, les étudiants français ont tendance à les mettre dans les mêmes groupes, plus souvent. Peut-être juste préciser, du coup, que sur les 33 cartes, il y avait 5 cartes d'indépendants. Oui. 3 indépendants à leur compte, qui étaient de mémoire un maçon, une commerçante et un agriculteur. Et 2 cartes d'indépendants employeurs, un gérant de société et une exploitante agricole. Donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est que les étudiants français ont assez nettement, en moyenne, isolé les 3 indépendants qualifiés à leur compte pour les mettre à part, pour constituer un groupe d'indépendants. Ensuite, on a un groupe d'indépendants employeurs auxquels sont ajoutés, alors, un peu plus loin, mais l'ingénieur et les salariés qui exercent des fonctions d'encadrement. Donc là, il y a au fond ceux qui encadrent, qui emploient. Et vous avez aussi un groupe qui isole des fonctionnaires, il y a les fonctionnaires qui relevaient du champ de l'éducation et du soin. Il y a deux enseignants, une infirmière et une aide-soignante. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est des logiques statutaires partielles. On sent que le statut de fonctionnaire a quand même opéré
Et la distinction, même si elle n'est pas parfaite, disons toujours tenue, entre indépendants salariés est aussi une dimension importante. Parce que c'est finalement la seule donnée sur laquelle on a travaillé sur gros échantillons, sur 500 salariés français, ces logiques sont encore plus visibles lorsqu'on interroge les salariés. Et au fond, en France, la distinction indépendant-salarié d'une part, et la distinction selon la logique de qualification des emplois reste très forte chez nos étudiants, parce qu'on voit aussi une logique de qualification des emplois, en gros, qui va regrouper les cadres intermédiaires d'un côté, des employés et puis des ouvriers, cette logique-là, qu'on retrouve plus fortement encore quand on interroge les salariés. Elle est assez importante, elle reste importante chez l'étudiant français. Elle n'est pas, vous l'avez deviné, sans lien avec ce que visibilise la PCS, bien entendu. On retrouve, encore une fois, c'est plutôt dans le papier sur la France qu'on développe cette analyse-là. On voit qu'au fond, ce que disait Boltanski-Thévenot il y a 30 ans reste quand même, malgré tout, malgré parfois certains discours, assez vrai. Les individus pensent le monde social assez fortement encore avec les lunettes qui sont celles, quand même, globalement de la PCS ou des institutions du salariat. Voilà, c'est pour la France, donc c'est ça qui ressort chez les étudiants français. Si on prend l'Allemagne... Alors du coup, je vais continuer. Alors oui, juste pour dire, sur la France, ça nous a plutôt rassurés, parce que je vous rappelle que quand on a voulu dupliquer l'enquête dans les différents pays européens, on a décidé de refaire passer des questionnaires et des jeux de cartes en France auprès des étudiants. On aurait pu se dire, finalement sur la France, on est déjà plein d'enquêtés, on va reprendre... En fait, ça avait aussi un peu valeur de test et de vérification, c'est que du coup, ça nous a permis de vérifier qu'en tout cas, sur notre population d'étudiants français, si on comparait à notre population de 547 salariés français, il n'y avait pas des différences de classement énormes. C'est-à-dire qu'en gros, les étudiants, les 60 étudiants français qu'on a interrogés dans le cadre de l'enquête européenne, ont classé à peu près de la même manière que les 547 salariés auprès desquels on avait enquêté en 2008. Alors, du point de vue des étudiants allemands, les étudiants allemands ont en moyenne, encore une fois, une logique de classement qui présente un certain nombre de similarités avec le classement français. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de proximités, notamment dans le premier groupe, donc qui dans le cas de la France, je vous le rappelle, réunissait les deux indépendants employeurs, l'ingénieur et puis des salariés qui présentaient la caractéristique d'exercer des fonctions d'encadrement. Pour le dire concrètement, c'est que sur les cartes, on disait qu'ils avaient la responsabilité de tant d'autres salariés. Voilà. Donc ils étaient en situation de responsabilité. Par contre, il y a une spécificité du classement allemand, c'est que le groupe 1, alors vous ne le verrez pas vraiment, mais il est là-haut, a été étendu aux deux enseignants. C'est-à-dire que les deux enseignants qui, dans le classement français, étaient placés dans un groupe de fonctionnaires avec une infirmière, une aide-soignante, donc dans une logique à la fois sectorielle, soins, santé, éducation, et une logique statutaire, c'est-à-dire que la fonction publique était quand même assez fortement distinguée. Dans le cas allemand, ça ne s'est pas opéré de cette manière-là, et les étudiants allemands ont eu plutôt tendance à mettre les deux enseignants dans ce groupe 1, alors dans une logique qui est d'ailleurs assez proche de celle de la nomenclature ESSEC dont Jérôme vous parlait tout à l'heure, puisque dans le prototype de nomenclature ESSEC, il y avait cette idée qu'on avait un groupe, on va dire un groupe situé au sommet de la hiérarchie sociale, qui était un groupe qui n'était pas défini par des contours statutaires, donc qui pouvait regrouper des indépendants, des salariés, etc., mais qui était distingué par contre dans une sorte de logique de prestige plutôt sociale. Et là, ça renvoie dans les classements des étudiants allemands à une logique qui est assez proche de ce que les Allemands désignent sous le terme de Akademiker, c'est-à-dire des individus qui ont suivi des formations universitaires de haut niveau, etc. Et donc là, pour le coup, le fait de mettre ensemble, par exemple, l'ingénieur et les deux enseignants, c'était assez cohérent, je pense, du point de vue des enseignants allemands, alors que ça l'est beaucoup moins dans la logique de classement en France. On a ensuite, dans les classements allemands, un très vaste ensemble de salariés, alors, qui regroupe un nombre important de cartes, mais qui présente la caractéristique commune d'être plutôt issus de l'enseignement professionnel. Et donc là, c'est la nature, en fait, de la formation suivie qui semble
créer du lien en fait, entre ces différentes cartes, ou justifier leur rapprochement, ce qui est une logique qu'on ne voyait pas apparaître dans les classements français, c'est-à-dire dans les classements français, la nature du diplôme, le fait d'avoir un bac professionnel plutôt qu'un bac général, c'est pas décisif en fait dans les logiques d'association de cartes. On a un troisième groupe qui est un groupe de salariés intermédiaires des services qui là est assez proche de ce qu'on retrouve dans le cas français, donc là il y a à nouveau une proximité. Et puis on a un groupe de salariés et d'indépendants caractérisés par l'absence de diplôme, donc notamment les indépendants à leur compte, le maçon, la commerçante et l'agriculteur qui dans le jeu français, qui dans le classement des enquêtés français étaient mis ensemble. Là, en fait, ce groupe-là, il est en partie éclaté dans le jeu allemand parce que les indépendants qui sont regroupés avec des salariés sur une logique d'absence de diplôme. C'est-à-dire que les enquêtés allemands privilégient au regroupement statutaire un regroupement basé sur la non-détention d'un diplôme. Alors, dans le dernier cas, dans le cas de l'Espagne, on a été confronté à une logique de classement, alors peut-être parce qu'on était moins familier aussi avec le contexte espagnol. Et donc pour l'Espagne, on a beaucoup travaillé avec des collègues espagnols. On a été confronté à un type de classement qui nous a au départ un peu surpris, qui est dominé par une logique de diplôme envisagée exclusivement comme niveau de formation. Donc dans les classements allemands, par exemple, on voit qu'il y a une logique de diplôme qui est assez forte, mais qui, alors de manière assez attendue, quand on connaît les travaux qui ont déjà été conduits sur ces questions-là, tend plutôt à différencier par la nature du diplôme. Ça, c'est un diplôme plutôt de l'enseignement général ou un diplôme de type professionnel. Là, dans le cas espagnol, la nature du diplôme joue très peu. Par contre, le diplôme est vraiment envisagé comme un niveau de formation. Et donc, on a une logique assez hiérarchique, qui suit une hiérarchie des niveaux de diplôme. Les enquêtés espagnols ont eu tendance à regrouper les diplômés du supérieur, les bacheliers, les diplômes niveau BEPC, comment on avait situé ça en Espagne, les diplômes de type professionnel, les sans diplôme. Et alors, on voit qu'on a, du coup, par exemple, un cas emblématique, c'est que la carte 10, donc le fameux Camel, Vigile, diplômé, Bac plus 4, c'est le seul pays en fait dans lequel cette carte-là a été de manière assez nette, assez marquée, rangée dans le groupe 1, c'est-à-dire associée avec les autres diplômés du supérieur, alors même que effectivement, c'était pas, voilà, il n'y avait pas de, en France et en Allemagne, ça n'a pas du tout été le cas. En France et en Allemagne, c'est la profession qui prime. Voilà. Ça a des répercussions sur le niveau de diplôme. Alors que là, dans le cas effectivement dans le cas espagnol, le niveau de diplôme a été significativement mis en avant et reconnu. Alors en guise de conclusion, donc pour revenir sur ces travaux et sur ces analyses, on voit que les classements moyens qui ont été mis en œuvre dans les trois pays présentent des points de convergence, alors notamment entre la France et l'Allemagne, où enfin, effectivement il y a des convergences réelles avec des associations de cartes qui sont fréquentes dans les deux pays. Et pour autant, on voit aussi, malgré, encore une fois, les limites inhérentes, évidemment, à la population sur laquelle on enquête, mais on voit se dessiner des spécificités nationales, des enquêtés français qui sont un peu plus sensibles que les enquêtés espagnols ou allemands à la question du statut d'emploi, par exemple, des enquêtés allemands qui accordent un poids plus important à la détention d'un diplôme professionnel, même si de fait ça ressort quand même aussi, en Espagne, mais c'est un peu écrasé par la logique de la hiérarchie du diplôme, et des enquêtés espagnols qui privilégient le niveau de formation, plus quand même que la nature du diplôme obtenu. Alors on en est maintenant à un stade où, une fois qu'on a mis à plat en fait ces différents types de classements, on doit maintenant essayer de développer des pistes d'analyse pour interpréter ces logiques nationales de catégorisation du monde social. Et les pistes dont on dispose, c'est d'abord, Jérôme y a fait allusion tout à l'heure dans le cas français, de confronter ces classements ordinaires aux nomenclatures officielles, c'est-à-dire d'essayer de comprendre en fait ce qui se joue
dans la mise en relation entre ces classements ordinaires et ce qu'on sait par ailleurs des nomenclatures, des systèmes de nomenclature nationale. Et donc en ce moment, on est en train de travailler justement sur ces systèmes de nomenclature. Et puis évidemment de mieux prendre en compte la structuration du monde du travail et des systèmes de formation dans les 3 pays, qui évidemment nous donnent aussi des clés d'interprétation importantes. Et ça, c'est des choses auxquelles on a été sensibilisés, encore une fois, très rapidement, quand on a commencé à réfléchir à l'enjeu de la traduction des cartes, puisque là encore, on s'est vite rendu compte que, effectivement, ces enjeux de structuration, et notamment des systèmes de formation, étaient quand même particulièrement décisifs. Voilà.